Jusqu'à vendredi, nous vous proposons une série dont on va en parler en 2022. Deux de nos journalistes évoquent un thème qui a fait l'actualité récemment et qui continuera d'alimenter les débats dans les semaines à venir. On débute ce soir avec un sujet très local, le champagne. On ne pouvait pas réaliser une série de fin d'année sur les thèmes qui ont marqué l'actualité sans évoquer le champagne. Et pour en parler, j'ai fait appel aux deux journalistes dont c'est la spécialité. Tout d'abord pour l'Union, Thomas Crouzet. Bonjour Thomas. Bonjour Antonin. Et puis du côté de l'Est éclair, nous sommes avec Yann Tourbe. Bonjour Yann. Bonjour Antonin. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Thomas, je te laisse la parole en premier. Est-ce que tu peux d'abord en quelques mots nous faire un bilan de l'année 2021 sur le plan vraiment agronomique? Bah écoute Antonin, une année vraiment particulière pour les vignerons champenois, une année très délicate en termes agronomiques à cause notamment d'aléas climatiques qui ont frappé la France et particulièrement la Champagne, impactant grandement le rendement de la vendange 2021 avec un rendement estimé actuellement par le comité Champagne à 7300 kg à l'hectare, ce qui est très peu au regard des 10 dernières années où on était plutôt autour des 12 000 kg à l'hectare, donc une perte de l'ordre de 40% sur la récolte 2021, ce qui est conséquent. Alors pourquoi une telle perte? Comme je l'ai dit, des aléas climatiques violents cette année, avec une période de gel, notamment en avril, qui a frappé une partie du vignoble, puis de la grêle, puis des épisodes très très violents, des tornades qui sont passées dans le vignoble, arrachant parfois des pieds de vigne, et puis avec des mois très pluvieux. L'eau en soi n'est pas forcément problématique pour le vignoble en tant que tel, mais c'est plutôt l'effet qu'il aura sur le développement des maladies. En fait, le mildiou, l'odium, qui sont deux champignons assez destructeurs pour le vignoble, dès que ces champignons se développent sur les raisins, cela les rend impropres en fait à la consommation. Donc on a eu cette année vraiment une explosion des maladies à l'été, ce qui a rendu impropre une partie de la récolte à la consommation. Voilà, avec presque la moitié des raisins finalement touchés par la maladie. Donc derrière ce bilan assez apocalyptique, assez catastrophique, le vignoble champenois s'en est quand même pas trop mal sorti, dans le sens où l'appellation Champagne dispose d'un outil qui est plutôt salvateur pour la filière, qui est ce qu'on appelle la réserve individuelle, pardon, qui consiste à mettre de côté du vin que les vignerons n'ont pas le droit de toucher, de vendre lors des belles années, mais qui peuvent débloquer lors des années très compliquées comme 2021, ce qui leur permet finalement de compenser la perte sur la récolte, et c'est ce qu'on a vu cette année. Donc malgré un très très faible rendement, finalement les vignerons pourront rentrer dans leur clou cette année, mais quand même une inquiétude pour l'année prochaine, puisque là les réserves maintenant sont plutôt à sec. Merci pour ces premiers mots, Thomas. Yann, je te laisse enchaîner. Déjà, est-ce que tu veux préciser certaines choses sur ce qu'a déjà dit Thomas? Et surtout, je te laisse toi faire un bilan sur le plan économique et tu vas nous le dire. Là, les nouvelles sont bien meilleures. Ah bah, économiquement, les nouvelles sont bien meilleures. Mais enfin, comme Thomas l'a bien expliqué, agronomiquement, elle a été très compliquée. Par contre, c'est vrai qu'économiquement, c'est quelque chose de complètement différent, puisque là, on ne sait pas encore, aujourd'hui, on ne sait pas encore à quel niveau la Champagne va atterrir. On sait que ce sera entre 315 et 325 millions de bouteilles au total, ce qui est inouï depuis une dizaine d'années. Donc la Champagne va économiquement beaucoup mieux que l'an dernier. Bon, ce qui est un peu normal. L'an dernier, on avait un tiers de la population, la population mondiale qui était confinée, et l'ambiance n'était pas trop à l'ouverture des bouteilles. Là, cette année, c'est très différent. On voit bien qu'il y a des marchés export. Bon, je pense les marchés anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie. Tous ces marchés-là ont très bien fonctionné. Euh, et donc, on se retrouve avec des volumes conséquents à l'export, et on se retrouve avec une valorisation également qui est excellente, puisque on va finir à 5 milliards 5 à peu près. C'est ça, pour le coup, c'est un record. Jamais la Champagne n'a aussi bien vendu son champagne. Sur l'année 2022, messieurs, on va aller de plus en plus, et même vraiment dans les années à venir, sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement au quotidien.
Je vous laisse justement nous expliquer concrètement en quoi ça va consister sans être trop technique parce qu'évidemment moi-même et comme peut-être certains de nos téléspectateurs maîtrisent pas forcément tous les termes. Ouais, bah, je pense déjà ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a un double effet actuellement en Champagne qui motive un peu la recherche. C'est le fait déjà qu'on ait un changement climatique qui entraîne des aléas violents, comme on l'a vu cette année, avec des gelées qui sont de plus en plus dures, des tornades, des orages de grêle, enfin des choses, des aléas climatiques extrêmes qui fait que notre vignoble est fragile, fragilisé. Le vigneron travaille avec la nature et il en est dépendant. Et de l'autre côté, on a en plus une pression sociale et environnementale qui fait que les vignerons utilisent de moins en moins de produits de traitement et donc qui sont de fait moins protégés face aux maladies. Donc le vignoble doit trouver des solutions, enfin la filière doit trouver des solutions, et ces solutions, elles se résument actuellement en deux grands axes qui sont d'une part les variétés résistantes, avec en fait des plans avec des gènes de résistance qui sont développés par le comité Champagne à l'aide de croisements. En fait, on va croiser des différentes variétés entre elles afin d'obtenir des hybrides résistantes aux maladies, et donc on aura moins besoin de traiter. C'est le cas d'une des variétés qui a été, qui est en train d'être intégrée au cahier des charges qu'on appelle le Voltis, qui est une variété qui potentiellement devrait pouvoir être plantée en Champagne en 2023, et c'est surtout la première variété résistante qui laisse la porte ouverte à d'autres variétés résistantes qui pourraient arriver à l'avenir. Ça, c'est un des gros axes forts de la recherche en Champagne. Et de l'autre, on a également l'adaptation du vignoble avec un mode de conduite qu'on appelle des vignes semi-larges. Donc en Champagne, actuellement, on a un vignoble qui est planté de manière très étroite et très bas, alors qu'il y a d'autres vignobles comme l'Alsace ou le Cognac. On a un vignoble qui est planté de manière beaucoup plus haut et large, ce qui permet de travailler plus facilement les sols avec des outils plus divers et moins coûteux et qui ont une bonne efficacité. Et le syndicat des vignerons cette année a décidé d'intégrer les vignes semi-larges au cahier des charges champenois. Donc c'est en cours, la procédure est en cours, mais en 2023, on pourrait voir justement ces premières vignes apparaître, ce qui permettra de travailler de manière plus écologique que nos vignes, notre vignoble. Messieurs, dernier point que je voulais aborder avec vous, ce qu'on va appeler entre guillemets cette polémique autour de l'appellation Champagne en Russie. On en a beaucoup fait. Éclairez-nous et surtout dites-nous qu'est-ce qui peut se passer dans les mois à venir sur ce sujet très précis. Thomas, tu veux y Yann, je aller te ou laisse j'y vais? commencer, vas-y. Oh, vas-y, je te laisse. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier? Bon, déjà, on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le marché russe, il faut déjà replacer un petit peu ce que c'est. Le marché russe, c'est moins de 2 millions de bouteilles dans une Champagne à 300 millions. C'est 0,8% des expéditions de l'appellation. C'est un marché qui est minime. C'est un marché qui est très bien valorisé parce que ce qui est vendu en Russie ce sont des belles cuvées qui sont vendues très cher, mais ça reste un tout petit marché. Et ce qui s'est passé, c'est que en Russie, il existe depuis les années 30 un effervescent, un mousseux qui est produit de manière industrielle, avec des vins qui sont même pas forcément des vins produits en Russie, mais qui peuvent être des vins qui sont achetés en vrac depuis l'Espagne ou l'Italie, voire la France, c'est possible, et qui s'appelle historiquement le sovietskoye champagnskoye ou le russkoye champagnskoye, qui est donc qui porte donc le nom Champagne. Et début juillet, il y a eu une loi sur les appellations en Russie qui parlait entre autres du champagne, et qui précisait que l'appellation champagne-skoye écrite en cyrillique était réservée aux effervescents produits en Russie, et que le champagne, donc le vrai champagne, le champagne d'appellation, vendu en Russie, devait intégrer sur sa contre-étiquette, écrit en cyrillique, vin mousseux origine France, région Champagne. Alors, évidemment, ça c'est une atteinte à l'appellation d'origine protégée qui est l'appellation Champagne. Tout de suite, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites, et beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a des ministres qui sont intervenus. Dans l'ensemble, on n'a toujours pas très, très bien compris ce qui s'est passé. C'est Vladimir Poutine qui a montré ses muscles dans une négociation. Faut savoir que le champagne, voilà, le champagne est concerné, il n'y a pas que le champagne, le cognac aussi, par exemple, est concerné.
Voilà, donc là, pour l'instant, il y a eu une espèce de moratoire en fin d'année autorisant les bouteilles déjà présentes en Russie à être vendues sans modification de l'étiquette. Qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Il va y avoir une négociation. Il y a des négociations qui ont déjà eu lieu. Les coprésidents de l'appellation se sont rendus en Russie pour échanger avec les Russes sur ces questions-là. On va avancer. Il va y avoir une solution qui va être trouvée. Il y aura peut-être une clause de grand-père pour les producteurs russes, dont certains sont présents en Champagne, hein. Il y a des productions d'effervescents russes. Un producteur comme Abrao Durso est propriétaire de vignes en Champagne aussi. Il a une marque de champagne, ce monsieur-là. Donc voilà, donc il y aura des choses qui vont être trouvées, il y aura des solutions qui seront trouvées. Je pense que le Ruskoye Champagnskoye va continuer à exister et je pense que le champagne va pouvoir réutiliser son étiquette Champagnskoye. Voilà. Là, on va retrouver la raison sur ce dossier-là. On s'est tous un petit peu échauffés. Je pense qu'on en a trop fait. On termine sur ces quelques mots. Merci en tout cas.